Mes parents m'ont dit que je n'étais pas invité au mariage de mon frère après que je lui ai offert une maison d'une valeur de 652 000 $. C'est seulement pour la famille la plus proche, a ricané mon frère. Alors, pendant que le mariage se déroulait, j'ai vendu la maison. Ce que la mariée a fait lorsqu'ils sont arrivés à la maison a laissé tout le monde sans voix. Je m'appelle Sloan Whittaker. J'ai 37 ans. Et jusqu'à ce matin d'avril 2025, j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à croire que si je donnais assez, je finirais par être aimé de la même manière que mon frère. J'avais fondé un cabinet de conseil en logiciel à Austin à partir d'une table pliante dans un appartement d'une chambre. En 12 ans, j'en avais fait une entreprise qui me rapportait plus en un seul trimestre que mon père n'en avait gagné en une année entière durant toute sa carrière à la compagnie d'électricité régionale. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance à table. Ce qui importait, c'était que mon frère Corbin allait se marier et que Corbin était le fils autour de qui le reste d'entre nous était censé graviter. La maison était une demeure coloniale de 4 chambres dans un quartier calme de la banlieue de Round Rock, avec un magnolia dans le jardin de devant et une cuisine rénovée l'année précédente par les anciens propriétaires. J'avais payé 652 000 $ en espèces pour l'acquérir. Pas d'hypothèque, pas de conditions, juste un transfert propre au nom de mon frère parce que ma mère avait pleuré au téléphone en février, disant que Corbin et Mara ne pouvaient pas s'offrir un premier logement dans ce marché et qu'ils envisageaient de déménager dans l'Oklahoma. Et est-ce que je voulais que mon unique neveu, lorsqu'il viendrait au monde, grandisse à 6 heures de route de la famille? Je ne le voulais pas. Je voulais, plus que presque tout au monde, faire partie d'une famille qui ressemble à une famille. J'ai donc transféré l'argent, signé les papiers et remis à Corbin un jeu de clés un dimanche après-midi pendant que mon père lui tapotait le dos. Ma mère avait essuyé ses larmes en disant « Enfin, notre garçon a un vrai foyer ». Personne ne m'a dit merci. Pas vraiment. Mon père a dit « Eh bien, tu as toujours eu la bosse des chiffres, Sloan », comme si j'avais simplement résolu un problème de mathématiques au lieu de liquider une partie de mon compte de retraite. Ma mère a d'abord serré Corbin dans ses bras, puis Mara, avant de se tourner vers moi en dernier pour me dire « Tu es une si bonne sœur », sur le même ton qu'elle utilisait pour remercier la serveuse de lui resservir de l'eau. Je me suis dit que cela suffisait. Je me suis dit que l'expression sur le visage de mon frère lorsqu'il avait franchi la porte d'entrée pour la première fois était un paiement suffisant, car pendant une seconde, il m'avait regardé comme si j'étais quelqu'un d'important, comme s'il me voyait vraiment. C'était en février. En avril, les préparatifs du mariage envahissaient toutes les conversations. Mara voulait une cérémonie printanière dans un vignoble à l'extérieur de Fredericksburg avec 200 invités, un quatuor à cordes et une robe sur mesure importée d'un créateur à New York. Ma mère était hors d'elle de joie. Mon père signait discrètement des chèques pour des choses qu'il ne pouvait pas s'offrir, et je savais sans qu'on me le demande que je finirais par couvrir les comptes à découvert. J'avais déjà payé le dîner de répétition dans un restaurant de grillades du centre-ville, soit 11 000 $ pour un salon privé et un menu dégustation, car Mara avait mentionné en passant que ses parents ne pouvaient pas participer et qu'elle ne voulait pas commencer son mariage avec des dettes. Cela ne me dérangeait pas. Vraiment pas. Je n'avais pas d'enfant, pas de mari, pas de partenaire depuis que l'ingénieur avec qui j'avais partagé 4 ans de ma vie à la fin de la vingtaine avait décidé qu'il voulait quelqu'un qui travaille moins et sourit plus. Ma famille était, d'une manière étrange et obstinée, la seule chose que j'avais en dehors du travail. Alors, quand je suis arrivé en voiture à la nouvelle maison ce samedi matin d'avril avec un panier de cadeaux de crémaillère pour Mara, un ensemble de serviettes en lin, une poêle en fonte et une bouteille d'huile d'olive d'une petite exploitation en Californie, je ne m'attendais pas à un guet-apens. Je m'attendais à prendre un café. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne puisse frapper. Elle portait les boucles d'oreilles en perles que mon père lui avait offertes pour leur 35e anniversaire, ses cheveux étaient fraîchement colorés et elle m'a regardé de la manière dont on regarde un livreur qui s'est trompé d'adresse. « Sloan », a-t-elle dit, « Oh, je ne savais pas que tu passais. » Corbin et Mara sont sortis pour une dégustation. Rentre une minute. Je veux te parler de quelque chose. Je l'ai suivie dans la cuisine de la maison qui m'appartenait encore 45 jours plus tôt. Elle m'a versé du café dans un mug que j'avais acheté pour la pendaison de crémaillère. Elle s'est assise en face de moi au comptoir et a croisé les mains comme elle le faisait lorsqu'elle s'apprêtait à m'annoncer que je n'avais pas été retenu dans l'équipe des Pom-Pom Girls ou que le garçon qui me plaisait en classe de seconde avait invité quelqu'un d'autre au bal. Je connaissais cette posture. Je connaissais ce visage. Je ne savais simplement pas encore ce qu'elle s'apprêtait à me retirer. Elle a commencé par parler de la liste des invités.
Mara y travaillait depuis des semaines, dit-elle, et le lieu de réception imposait une limite stricte de 200 personnes. Mara avait une très grande famille élargie, Corbin avait beaucoup d'amis d'université, et le plan de table était devenu un cauchemar. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai attendu. J'avais appris à 37 ans que lorsque ma mère vous emmenait sur un long chemin, la destination était presque toujours un endroit où vous ne vouliez pas aller. Puis elle l'a dit, nous avons décidé, a-t-elle annoncé, que le mariage se ferait uniquement en présence de la famille la plus proche, la toute plus proche. Et Sloan, ma chérie, toi et Corbin avez toujours eu une relation si compliquée, et Mara craint que les choses ne soient tendues. Nous avons pensé que, pour le bien de cette journée, il serait plus facile pour tout le monde que tu ne viennes pas. Tu pourrais venir au brunch du dimanche, le lendemain matin. Je suis restée assise là. J'ai tenu mon mug. Je n'ai rien dit pendant un long moment car la pièce était devenue étrangement silencieuse, de la façon dont une pièce devient silencieuse juste avant qu'un objet ne tombe d'une étagère. Le réfrigérateur bourdonnait. Le ruban bleu sur les clés oscillait légèrement sous le courant d'air de la ventilation. Ma mère a continué à parler, comblant le vide comme elle le faisait toujours, disant des choses comme « Nous t'aimons tellement, tu comprends, tu as toujours été la plus forte, et Corbin est si sensible à propos de son grand jour. » J'ai fini par retrouver ma voix. J'ai dit « Tu es en train de me dire que je ne suis pas invité au mariage dans la maison que je lui ai achetée, au mariage que j'aide à payer. » Ma mère a tressailli légèrement au mot « acheter », comme si j'avais prononcé une vulgarité. Elle a dit « Sloan, s'il te plaît, ne ramène pas cela à l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pour que Mara se sente à l'aise. » J'ai demandé ce que Corbin en pensait, s'il était au courant. Elle a hésité. Et dans cette hésitation, j'ai eu ma réponse, car ma mère n'avait jamais été capable de me mentir lorsque je la regardais droit dans les yeux. « Il est d'accord, a-t-elle dit. Il pense que c'est pour le mieux. Il a dit et je le cite que le mariage est réservé à la famille la plus proche. » Ce sont ses mots. J'ai entendu dans ma tête le rire qu'il avait quand nous étions enfants, lorsqu'il m'attirait des ennuis pour quelque chose qu'il avait fait lui-même. Ce rire court et sec, comme une porte qui claque. Je l'ai imaginé prononçant ces mots à ma mère, peut-être dans cette cuisine même, les pieds sur une chaise que j'avais payée, et riant de ce rire exact. La famille la plus proche. Comme si je n'avais pas vidé mes économies pour lui mettre un toit sur la tête. Comme si le magnolia dans le jardin de devant n'existait pas parce que j'avais dit oui. J'ai posé le mug très délicatement. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin de réfléchir. Je suis sorti par la porte d'entrée, je suis passé devant le magnolia, devant l'emplacement du panneau, à vendre, qui n'était pas encore là mais qui y serait dès lundi matin. Je me suis assise dans ma voiture dans l'allée et je n'ai pas pleuré. J'ai fait quelque chose de plus froid que de pleurer, j'ai commencé à faire des calculs. Au moment où je suis retourné à mon appartement à Austin cet après-midi-là, j'avais déjà appelé mon avocat spécialisé en immobilier. Il s'appelait Desmond Dale. Il avait géré l'achat initial et il avait décroché un samedi, car c'est ce que l'on obtient lorsque l'on paie bien les gens et qu'on les traite avec humanité. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé de la conversation dans la cuisine, de la liste des invités, des mots que mon frère avait apparemment prononcés. Je lui ai posé une seule question, la maison, celle que j'ai achetée en février, quel nom figure sur l'acte de propriété en ce moment même? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Desmond a dit, « Sloan, tu te souviens de ce dont nous avons discuté lors de la signature ?» Je m'en souvenais. J'avais été si émotif ce jour-là, si emporté par l'idée de faire enfin quelque chose qui permettrait à ma famille de me voir, que j'avais presque omis d'écouter. Desmond m'avait prise à part avant que je ne signe quoi que ce soit. Il m'avait dit, « Slow, je te connais depuis 9 ans. Je t'ai vu signer beaucoup de chèques pour ces gens-là. Je vais te suggérer quelque chose, et je veux que tu m'écoutes. » Ce qu'il avait suggéré était ceci, au lieu de transférer l'acte de propriété directement à mon frère et à sa fiancée, je placerai la propriété dans un trust révocable à mon nom, Corbin étant désigné comme le seul bénéficiaire et occupant. Il aurait le droit d'y vivre indéfiniment, sans payer de loyer, toutes dépenses couvertes. Il aurait tous les avantages pratiques de la propriété. Mais le titre légal, l'acte de propriété réel, resterait au sein du trust, et le trust resterait sous mon contrôle jusqu'à ce que je choisisse, à une date ultérieure, de le lui transférer pleinement. J'avais hésité. J'avais dit que cela me semblait malhonnête. J'avais dit que Corbin serait blessé s'il l'apprenait.
Desmond m'avait regardé par-dessus ses lunettes et avait dit, Slow, s'il ne l'apprend jamais, c'est qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Et s'il l'apprend un jour, ce sera parce que les choses auront mal tourné. Dans les deux cas, tu seras heureuse que nous ayons procédé ainsi. J'avais accepté, principalement parce que j'étais fatigué, que la signature s'éternisait et que j'avais confiance en lui. Corbin s'était vu remettre des clés, une lettre de bienvenue magnifiquement imprimée et un dossier de documents qui, si on les lisait très attentivement, décrivaient un accord d'occupation et non un transfert de propriété. Il ne les avait pas lus. Bien sûr qu'il ne les avait pas lus. Il avait jeté un coup d'œil à la première page, avait dit que son avocat l'examinerait plus tard, et avait jeté le dossier sur le comptoir de la cuisine, où j'étais raisonnablement certaine qu'il se trouvait encore, intact, sous une pile de magazines de mariage. Assise sur mon canapé ce samedi après-midi, alors que le soleil couchant traversait la fenêtre et qu'un verre d'eau laissait des traces de condensation sur la table basse, j'ai remercié Desmond à haute voix, même s'il ne pouvait pas m'entendre. Il m'avait sauvé. Il m'avait donné, sans le savoir, le seul moyen de pression dont j'aurais jamais besoin. Je lui ai demandé quelles étaient mes options. Il a parlé avec prudence, de la manière dont les avocats s'expriment lorsqu'ils veulent que vous compreniez qu'ils ne vous donnent pas de conseils, mais seulement des informations. Il a dit, le trust est révocable, ce qui signifie que tu peux le dissoudre à tout moment. La propriété reviendrait entièrement à ton nom. Tu pourrais alors la mettre en vente, la vendre, la louer, faire ce que tu veux. Ton frère n'a aucun droit légal sur la valeur nette de la maison. Il y réside avec ton autorisation, et tu peux retirer cette autorisation moyennant un préavis approprié. Au Texas, pour un occupant dans sa situation, ce préavis peut être relativement court. J'ai demandé à quel point il pouvait être court. Il a répondu, selon la façon dont nous structurons les choses, cela peut être aussi court que 30 jours, voire moins si nous faisons valoir que l'accord a toujours été informel. Mais Sloan, a-t-il ajouté, je ne te dis pas de faire quoi que ce soit. Je te dis ce qui est légalement possible. Il y a une différence. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Je lui ai dit que je l'appellerais lundi. Je me suis déconnecté et je suis resté très immobile, laissant tout le poids de ce qui s'était passé dans cette cuisine m'envahir. J'avais offert une maison à mon frère, pas un prêt, pas une signature conjointe, je lui avais donné $652 000 de mon propre argent. De l'argent que j'avais gagné en travaillant 80 heures par semaine pendant plus d'une décennie. De l'argent que je n'avais pas dépensé pour mon propre mariage, pour mon propre enfant ou pour des vacances que je ne pouvais pas m'offrir. Je l'avais donné parce que je l'aimais, parce que j'aimais mes parents et parce que je voulais, plus que je ne l'avais jamais admis à voix haute, être invité à leur table, et il m'avait dit que je ne pouvais pas venir au mariage. J'ai essayé d'appeler Corbin ce soir-là. Il n'a pas répondu. J'ai réessayé le dimanche matin. Messagerie. J'ai envoyé un SMS, nous devons parler. Il l'a lu, mais n'a pas répondu. J'en ai envoyé un autre, Corbin, s'il te plaît. Quoi que maman m'ait dit hier, j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Les deux coches bleues sont apparues. Pas de réponse. Il m'a rappelé à 21h47 le dimanche soir. Je me souviens de l'heure parce que je surveillais l'horloge. De la façon dont on surveille l'horloge quand on attend un verdict. Sa voix était détendue. On aurait dit qu'il riait de quelque chose avec sa fiancée 5 minutes plus tôt et qu'il s'acquittait maintenant d'une petite corvée. Salut, a-t-il dit. Maman m'a dit que tu étais passé. Je lui ai posé la question directement. Je lui ai demandé s'il était vrai que je n'étais pas invité au mariage. Il a soupiré. Il a poussé ce soupir qu'il avait perfectionné à 14 ans, celui qui signifiait que sa sœur aînée compliquait encore les choses. Sloan, a-t-il dit, écoute, ne le prends pas mal. Mara est juste très stressée, elle ne te connaît pas vraiment, et l'ambiance de la journée est censée être, tu sais, intime. C'est seulement pour la famille la plus proche. On restreint le cercle. Il y a eu un petit bruit après cela, un rire court et sec. Pas contre moi exactement, plutôt face à l'absurdité de devoir m'expliquer une chose aussi évidente. Comme si c'était moi qui me montrais déraisonnable, comme si j'avais demandé à être la demoiselle d'honneur. Je lui ai demandé s'il comprenait ce qu'il disait. Je lui ai demandé s'il se souvenait du mois de février. Je lui ai demandé s'il se souvenait des clés sur le ruban bleu. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, Slow, j'apprécie tout ce que tu as fait. Vraiment. Mais la maison était un cadeau, n'est-ce pas?
Tu as dit que c'était un cadeau. Tu ne peux pas t'en servir comme d'une menace maintenant. Ce n'est pas juste. J'ai dit, je ne m'en sers pas comme d'une menace. Je te demande pourquoi je ne suis pas invité à ton mariage. Il a répondu, parce que Mara ne veut pas que tu sois là et, honnêtement, moi non plus. Pas parce qu'on te déteste. Juste parce qu'à chaque événement familial où tu viens, cela tourne au spectacle de Sloan. La carrière, l'argent, l'énergie de la grande sœur. Nous voulons juste une journée qui soit centrée sur nous. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que je respecterais ses volontés. Je lui ai dit que j'espérais qu'il aurait un beau mariage. Ma voix n'a pas tremblé. Je pense que cela l'a surpris. Je pense qu'il s'attendait à des larmes, à des cris ou à un long discours sur tout ce que j'avais fait pour lui. Il n'a rien eu de tout cela. Il a eu une grande sœur polie lui souhaitant tout le bonheur du monde. Il a dit, merci, Sloan. Ça compte beaucoup pour moi. Et puis il a raccroché. Je suis restée assise dans le noir de mon salon pendant un long moment. J'ai pensé aux magnolias. J'ai pensé à la lettre de bienvenue. J'ai pensé au dossier posé sur le comptoir de la cuisine, resté lettre morte sous les magazines de mariage. Et puis j'ai rappelé Desmond le lundi matin à 8h05. Et je lui ai dit de lancer les démarches. Le mariage était prévu pour le samedi 14 juin 2025. Desmond et moi avons travaillé à rebours à partir de cette date. Il s'est assis en face de moi dans son bureau situé au premier étage d'un petit immeuble près de la 6e rue, avec une fenêtre donnant sur un café et un salon de tatouage, et il a dressé le calendrier sur un bloc-notes jaune. Pour dissoudre proprement le trust, il nous fallait 30 jours pour mettre la maison en vente, la photographier, la promouvoir et trouver un acheteur sérieux dans la région de Round Rock, sur un marché qui était encore très dynamique au printemps 2025. Il nous fallait environ 2 à 3 semaines pour finaliser la vente. Selon l'acheteur, il nous faudrait encore 15 à 30 jours. Si tout concordait et si j'étais prête à agir rapidement et de manière décisive, nous pouvions faire coïncider la signature de la vente avec le week-end même du mariage. Je lui ai demandé si c'était vindicatif. Il m'a regardé un long moment. Il a dit, Slow, je suis ton avocat, pas ton prêtre. Mais si tu veux mon avis sincère, il n'est pas vindicatif de reprendre quelque chose qui n'a jamais été légalement transféré à une personne qui vient de te dire que tu ne fais pas partie de sa famille. C'est tout au plus symétrique. J'ai aimé ce mot, symétrique. Je l'ai écrit dans un coin de son bloc-notes, puis j'ai déchiré le morceau de papier et je l'ai glissé dans mon portefeuille. La première chose que nous avons faite a été de dissoudre le trust discrètement, sans qu'aucune notification ne soit requise pour Corbin puisque, de toute façon, il n'avait jamais été propriétaire. La propriété est repassée sous mon seul nom un mardi, au début du mois de mai. Je n'ai rien ressenti lorsque l'email confirmant le changement est arrivé. Je m'attendais à ressentir quelque chose, peut-être de la culpabilité ou du soulagement, mais je n'ai ressenti que le même calme que lorsque je finalisais un contrat difficile au travail, une ligne nette tracée sous un chiffre. La deuxième chose que nous avons faite a été d'engager un agent immobilier. Elle s'appelait Priya Mendoza. Elle avait vendu 3 propriétés dans ce quartier exact au cours des 12 derniers mois, et c'était le genre de femme qui répondait au téléphone à la première sonnerie et arrivait aux réunions en veste de tailleur à 7 heures du matin. Je lui ai exposé la situation dans les grandes lignes. Je lui ai dit que la maison était occupée par mon frère, qu'il pensait en être le propriétaire, qu'il ne l'était pas, et que je devais la vendre rapidement et discrètement. Je lui ai dit qu'il ne devait être contacté sous aucun prétexte. Priya n'a pas bronché. Elle en avait vu d'autres, dit-elle. Les histoires de famille et d'immobilier dépassaient souvent l'entendement. Elle a suggéré que nous présentions le bien comme étant occupé, avec des visites sur rendez-vous uniquement, et que nous organisions ces visites pendant les heures où Corbin et Mara étaient visiblement absents. Les préparatifs du mariage offraient un calendrier bien pratique. Mara était chez le traiteur, le fleuriste ou la couturière presque tous les week-ends. Corbin participait aux séances d'organisation de son enterrement de vie de garçon avec ses amis d'université la plupart des soirs de semaine. La maison était plus souvent vide qu'occupée. Le problème le plus délicat concernait les visites elles-mêmes. Les acheteurs remarqueraient des signes d'occupation, des photos d'un couple fiancé, des classeurs de planification de mariage, des brosses à dents pour lui et pour elle dans la salle de bain principale. Priya a résolu la question en expliquant honnêtement aux acheteurs potentiels que les occupants actuels étaient une famille de locataires qui libéreraient les lieux avant la signature. Elle ne les a pas nommés,
Elle n'en avait pas besoin. Nous avons mis la maison en vente le jeudi 8 mai 2025 pour 695 000 $. Le marché dans cette partie du comté de Williamson était tendu, et Priya pensait que nous pourrions même déclencher une petite guerre d'enchères. Les photos professionnelles ont été mises en ligne le vendredi matin. Elles étaient magnifiques. Le magnolia venait de terminer sa floraison, et la lumière de l'après-midi éclairait le porche d'une manière qui donnait à toute la maison l'allure d'une carte postale. En 48 heures, nous avions 11 visites programmées et 3 offres écrites. La plus élevée provenait d'un couple nommé Theo et Janella Harry, un cardiologue pédiatrique et une directrice de lycée qui venaient de s'installer de Denver. Ils offraient 710 000 $ en espèces avec une signature sous 15 jours, sous la seule condition d'une inspection immobilière conforme. Ils voulaient entrer dans la maison d'ici la mi-juin. Ils avaient 2 enfants et un 3e en route, et le secteur scolaire était un argument majeur. Priya m'a appelé à 21 h un dimanche soir pour me dire qu'elle pensait qu'ils étaient les acheteurs les plus solides qu'elle ait vus depuis des mois. J'ai accepté l'offre le lundi 19 mai. La signature de la vente a été fixée au vendredi 13 juin 2025, la veille du mariage de mon frère. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à my père. Je ne l'ai certainement pas dit à Corbin. La seule personne au courant, en dehors de Desmond et Priya, était ma meilleure amie Ren, que je connaissais depuis l'université, qui vivait à 2 heures de là, à San Antonio, et qui m'avait dit lorsque je lui avais exposé mon plan une seule phrase, « Sloan. J'attends depuis 20 ans que tu fasses quelque chose de ce genre. » L'inspection technique était la partie la plus risquée. L'inspecteur avait besoin d'accéder à la maison, et qui dit accès dit visite, et qui dit visite dit que Corbin ou Mara pouvaient être présents. Priya l'a programmé pour un mercredi après-midi à 14 h. Mara avait un essayage de robe. Corbin avait une réunion à son bureau du centre-ville d'Austin. La maison était censée être vide. Elle ne l'était pas. Corbin était rentré plus tôt à cause d'une grippe intestinale. Je l'ai appris parce que Priya m'a appelé depuis sa voiture garée devant la maison, la voix tendue, pour me dire que mon frère avait ouvert la porte en sweat à capuche et avait demandé qui était cet inspecteur. Sans perdre son sang-froid, Priya lui avait répondu qu'il y avait eu une erreur administrative, que l'inspecteur devait se rendre à une autre adresse et qu'elle était désolée du dérangement. Elle avait fait remonter l'inspecteur en voiture, avait fait le tour du pâté de maison et avait reporté la visite au vendredi matin. Corbin y avait cru. Il lui avait même fait un signe de la main depuis le porche. Il avait appelé ma mère ce soir-là, apparemment, et s'était moqué de la désorganisation des agents immobiliers de nos jours, et ma mère avait ri avec lui. J'étais au courant de cette conversation parce que ma mère m'a appelé le jeudi pour me raconter une histoire drôle sur Corbin, comme elle le faisait parfois, comme pour me rappeler que c'était lui dont on parlait et que j'étais le public. Je l'ai écouté. J'ai fait un petit bruit de politesse au bon moment. J'ai raccroché. Je ne lui ai rien dit. L'inspection a eu lieu le vendredi 23 mai. Le rapport est revenu sans aucune anomalie. Theo et Janella ont signé la levée des conditions suspensives. La vente était officiellement scellée. J'ai commencé à préparer l'étape suivante, qui serait la plus difficile de tout le plan. Corbin et Mara allaient devoir être informés qu'ils devaient libérer les lieux. Desmond et moi étions convenus que la notification leur serait envoyée le lundi 9 juin. Ils auraient jusqu'au vendredi 13 juin, matin de la signature, pour quitter la maison. Cela leur laissait 4 jours. Sur le papier, c'était moins que le délai standard de 30 jours, mais Desmond avait structuré l'occupation initiale comme un accord précaire révocable à tout moment, et le courrier que nous avions rédigé leur laissait un délai raisonnable pour retirer leurs effets personnels. Le garde-meuble serait payé par mes soins. Un hôtel serait réservé. Ils ne se retrouveraient pas à la rue. Ils ne seraient simplement plus dans la maison. Je me suis couché le soir du 23 mai en ressentant une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Je me sentais comme quelqu'un qui se protégeait elle-même. Je me sentais comme une femme maîtresse de sa propre vie. J'ai dormi 8 heures d'affilée pour la première fois depuis février. Et je me suis réveillé le samedi matin avec un message de ma mère me demandant si j'envisagerais d'envoyer une carte pour le mariage, car Mara avait dit qu'elle apprécierait le geste, même si je n'y assistais pas. J'ai lu le texte 2 fois. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine. J'ai préparé du café. Je n'ai pas répondu. La notification a été envoyée le lundi 9 juin 2025 à 9 h du matin par courrier recommandé et par email, les deux expédiés simultanément par le cabinet de Desmond.
L'email est arrivé en premier dans la boîte de mon frère, la messagerie électronique étant plus rapide que les services postaux. Je le savais car Desmond m'avait demandé d'être disponible à mon bureau pendant les heures suivantes au cas où mon téléphone commencerait à sonner. Il a commencé à sonner à 9h17. Le premier appel était de Corbin. Je n'ai pas décroché. Le deuxième était de Corbin. Je n'ai pas décroché. Le troisième était de ma mère, et je l'ai laissé aller sur la messagerie. Le quatrième était de mon père, ce qui m'a surprise car mon père ne m'appelait presque jamais en semaine. Je l'ai laissé sonner également. À 10h, j'avais 9 appels manqués et 23 messages textes. Le ton des messages était passé de la confusion à la fureur en moins de 40 minutes. Le premier SMS de Corbin disait « C'est quoi cet email de ton avocat ?» Le deuxième « C'est une blague ?» Le troisième « Sloan, ce n'est pas drôle. » Le quatrième « Tu ne peux pas faire ça. » Le cinquième « J'appelle maman. » Les sixièmes, septième et huitième disaient des variantes de « Décroche ton téléphone » avec un nombre croissant de points d'interrogation et d'exclamation. Au neuvième, il utilisait un langage que je ne répéterai pas ici. Le genre de terme qu'il n'avait pas employé devant moi depuis le lycée. Les messages de ma mère étaient différents. C'étaient des mises en scène. C'étaient de longs paragraphes décousus expliquant comment j'avais brisé le cœur de mon frère, comment Mara avait pleuré pendant 1 heure et comment mon père était si déçu qu'il ne pouvait même pas parler. À aucun moment elle ne m'a demandé ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle supposait, comme elle l'avait toujours fait, que tout conflit m'impliquant était un conflit causé par moi. J'ai appelé Desmond à 10h30. Je lui ai demandé quoi faire. Il a dit, ne fais rien. Ne réponds pas à ton frère. Ne réponds pas à tes parents. Renvoie toutes les communications vers mon cabinet. S'ils veulent contester le congé, ils peuvent s'adresser à mes bureaux. S'ils veulent revendiquer la propriété, ils n'ont qu'à présenter l'acte de vente. Ils ne le peuvent pas, car ils n'en ont pas. J'ai transféré chaque message à Desmond, capture d'écran par capture d'écran, et je me suis remis au travail. J'avais un appel client à 11h au sujet d'une migration de base de données pour une entreprise de logistique à Houston. Et j'ai géré cet appel comme je l'avais fait pour chaque appel au cours des 12 dernières années, de manière calme, compétente et ponctuelle. Quand il s'est terminé, j'avais 31 messages de plus et un message vocal de ma mère qui était si long que le téléphone l'avait coupé au milieu d'une phrase. Le message vocal était le pire moment. Elle pleurait. Pas les pleurs contrôlés qu'elle affichait aux funérailles, mais ce genre de sanglots saccadés et désordonnés. Et elle disait des choses comme « Tu as détruit cette famille, Sloan. Tu as détruit ton frère pendant la semaine la plus importante de sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel genre de personne fait cela? » Elle n'a pas dit « Quel genre de personne promet une maison et la reprend ensuite ?» Car dans sa version des faits, la maison avait déjà été donnée. Elle ne comprenait pas encore que, légalement, ce n'était pas le cas. Elle ne le comprendrait que lorsqu'elle parlerait à un avocat. Et même là, je soupçonnais qu'elle refuserait de l'admettre. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai envoyé un seul message texte groupé à elle, à mon père et à Corbin. Il disait uniquement ceci: toute communication future concernant la propriété doit passer par mon avocat, Desmond Hale, au numéro indiqué dans la notification. Je ne répondrai plus aux appels ni aux messages concernant ce sujet. Je vous souhaite le meilleur. Les réponses ont été instantanées et venimeuses. Corbin m'a traité de serpent. Ma mère a dit que je n'étais plus sa fille. Mon père, dans le seul message qu'il a envoyé de toute la journée, a écrit simplement « J'ai honte de toi, Sloan ». J'ai lu son message 3 fois. J'ai attendu que la douleur arrive. Elle n'est pas vraiment venue. Je pense que j'avais attendu qu'il me dise cela toute ma vie. Et maintenant qu'il l'avait enfin fait, les mots étaient plus légers que je ne l'avais imaginé. Ce n'étaient que des mots. Ils ne pouvaient pas réellement me blesser. Ils m'avaient blessé d'avance dans mon imagination pendant 37 ans, et la réalité était presque un soulagement. Corbin s'est présenté à mon appartement à 18h15 ce soir-là. Il avait dû conduire directement depuis son travail. Je l'ai vu sur la caméra de sécurité du hall, faisant les 100 pas devant l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur les boutons. Je ne lui ai pas ouvert l'accès. Le gardien m'a appelé pour me demander si je voulais le laisser monter. J'ai dit « non ». Le gardien, qui s'appelait Bertrand et qui travaillait là depuis 9 ans, a dit « bien sûr, mademoiselle Whittaker ».
Souhaitez-vous que je lui demande de partir? J'ai répondu, oui, poliment, s'il vous plaît. Corbin est resté dans le hall pendant 40 minutes. Il m'a rappelé 11 fois de plus. Il a envoyé des messages que je ne répéterai pas. Finalement, il est parti. Bertrand m'a envoyé un petit mot sur l'application de l'immeuble juste pour m'avertir qu'il était parti. Bertrand, à cet instant, m'a traité avec plus de respect que mon propre frère ne l'avait fait en 10 ans. J'ai pris note de lui glisser une enveloppe supplémentaire pour les fêtes de fin d'année. Le lendemain matin, le mardi 10 juin, ma mère s'est présentée. Elle s'est montrée plus maligne que Corbin. Elle avait amené mon père. Elle avait apporté un sachet de muffins de la boulangerie proche de chez eux et elle attendait dans le hall avec l'expression patiente d'une femme qui s'attendait pleinement à être invitée à monter car elle était, après tout, ma mère. Je l'ai observée sur la caméra depuis mon bureau. Elle a essayé de sonner. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Elle a dit à Bertrand qu'elle attendrait. Elle a attendu pendant 2h20, assise sur le banc près de la fenêtre, jusqu'à ce que mon père lui dise enfin quelque chose à voix basse et qu'ils partent tous les deux. J'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Pas de la culpabilité, plutôt du chagrin. Du chagrin pour la femme qu'elle aurait pu être, la mère qu'elle aurait pu choisir d'être si elle m'avait choisi une seule fois. Je l'ai regardé marcher vers la voiture sur l'écran. J'ai regardé mon père lui ouvrir la portière comme il le faisait depuis 42 ans. J'ai pensé aux muffins qu'elle avait laissés sur le banc, intacts. Bertrand me les a montés plus tard dans l'après-midi. J'en ai mangé un. Il était aux myrtilles, mon préféré, et elle s'en était souvenue, c'est cela qui a bien failli me faire craquer. Mercredi matin, la discussion de groupe familial avait explosé. Des tantes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 2 ans m'envoyaient de longs messages sur le pardon. Des cousins publiaient des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Mon oncle Royce, le frère aîné de ma mère, qui m'avait toujours discrètement apprécié, m'a envoyé un unique message qui disait « Sloan, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te connais et j'ai confiance en toi. Prends soin de toi. Appelle-moi quand tu le pourras. » Je ne l'ai pas appelé. Pas encore. Je gardais chaque once d'énergie pour le vendredi. La signature de la vente avait lieu à 10h du matin dans les bureaux de la société de titres à Round Rock. Théo et Janella seraient présents avec un chèque de banque. Je signerai l'acte de transfert. Les clés, les vraies clés, pas celles symboliques sur le ruban bleu, changeraient de main. Et le samedi, pendant que mon frère se tiendrait devant l'hôtel dans un vignoble près de Frédéricsburg, les nouveaux propriétaires s'installeraient près d'un magnolia qui leur appartiendrait désormais. Les appels téléphoniques n'ont pas cessé le mercredi ni le jeudi, ils ont simplement changé de nature. Le jeudi après-midi, ma mère était passée de la colère à la négociation. Elle m'a laissé un message vocal dans lequel elle disait d'une voix douce et prudente que nous avions peut-être tous été trop pressés, que je pourrais peut-être venir au mariage après tout et que nous pourrions discuter de la maison le dimanche, une fois que tout serait calmé. Sloan, disait-elle, s'il te plaît. Ton frère se marie dans 2 jours. S'il te plaît, ne lui fais pas ça. J'ai écouté ce message vocal 2 fois. Ce qui m'a frappé, c'est le mot « lui ». Elle n'a pas dit « s'il te plaît, ne te fais pas ça ». Elle n'a pas dit « s'il te plaît, reviens dans cette famille ». Elle a dit « s'il te plaît, ne lui fais pas ça ». Même dans sa tentative de arranger les choses, le centre de son monde restait Corbin. J'étais, comme je l'avais toujours été, la planète qui devait maintenir son orbite en silence. Corbin a tenté une autre tactique le jeudi soir. Il m'a envoyé un long email, bien plus long que tout ce qu'il m'avait jamais écrit, avec pour objet « Je suis désolé. S'il te plaît, lis ». L'email était soigneusement rédigé. En le lisant, j'ai compris que Mara l'avait probablement aidé, ou du moins relu. Il s'excusait pour son rire. Il s'excusait pour ses propos sur la famille la plus proche. Il disait qu'il avait été submergé par le stress du mariage et qu'il ne s'était pas rendu compte de la portée de ses paroles. Il disait que cette maison représentait tout pour lui et Mara. Il disait qu'il comprenait que j'ai été blessé, mais me suppliait de considérer que les punir maintenant, à 2 jours du mariage, n'effacerait pas la blessure, mais ne ferait que la multiplier. Il terminait son email par une phrase que j'ai lue à plusieurs reprises, « Sloan, tu es ma sœur et je t'aime, et je te demande de ne pas nous retirer notre foyer. » C'était, en soi, une belle phrase.
Elle aurait signifié quelque chose s'il l'avait écrite n'importe quel autre jour. S'il l'avait écrite en février quand je lui ai remis les clés. S'il l'avait écrite en mars quand j'ai payé le dîner de répétition. S'il l'avait écrite en avril avant que notre mère ne s'assoie en face de moi dans une cuisine que j'avais payée pour m'annoncer que je n'étais pas la bienvenue à son mariage. J'ai transféré l'email à Desmond qui m'a répondu par 3 lettres, NRR, pas de réponse requise. Je n'ai pas répondu. Le vendredi matin 13 juin 2025, j'ai pris la route pour Round Rock vêtu d'un tailleur gris anthracite que j'avais acheté pour une réunion de conseil d'administration 2 ans plus tôt et que je n'avais porté que 2 fois. Je l'avais choisi parce qu'il me donnait l'impression d'être une personne qui se prenait au sérieux. Je l'avais choisi parce que j'avais besoin d'une armure et ce tailleur était ce qui s'en rapprochait le plus. J'ai récupéré Priya en chemin et nous sommes allés ensemble au bureau de la société de titres, dans une rue calme près du tribunal. Théo et Janella étaient déjà dans la salle de conférence à notre arrivée. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé et s'exprimait avec plus de douceur que ce que l'on attend d'un cardiologue. Elle avait le regard vif et chaleureux, le genre de femme capable de diriger un lycée de 2000 élèves et de se souvenir du nom de chacun d'eux. Ils avaient amené leur fille aînée, une enfant d'environ 8 ans, qui s'était installée dans un coin avec une tablette et un casque, complètement indifférente à la transaction juridique qui se déroulait sous ses yeux. La signature a duré 90 minutes. Il y avait beaucoup de pages à signer. L'officier de titre, une femme calme nommée Yvette, nous a guidés à travers chacune d'elles. J'ai signé l'acte transférant la propriété de mon nom au leur. Ils ont signé les documents acceptant les clés, l'assurance de titre, le plan cadastral. Le chèque de banque tiré sur une banque régionale s'élevait à 710 000 $, et Yvette a confirmé que le virement avait été validé à 11h15. Lorsque nous avons terminé, Théo m'a serré la main et a dit « Merci de nous avoir vendu cette maison. Nous allons bien en prendre soin. » Janella m'a serré dans ses bras, ce à quoi je ne m'attendais pas. Leur fille a levé les yeux de sa tablette juste assez longtemps pour demander s'il y avait un arbre dans le jardin de devant. Janella lui a répondu que oui, un grand arbre avec des fleurs blanches. La petite a souri et est retournée à son jeu. Priya m'a raccompagné jusqu'au parking. Le soleil était haut et brillant. La chaleur du Texas commençait tout juste à s'installer pour la saison. Elle m'a dit, vous savez, en 15 ans de métier, c'est l'une des ventes les plus étranges auxquelles j'ai assisté. Je lui ai dit que j'espérais que ce serait la plus étrange qu'elle aurait jamais à vivre. Je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes avant de rentrer à Austin. J'ai vérifié mon téléphone. J'avais 47 appels manqués. La plupart provenaient de ma mère. Certains provenaient de numéros inconnus, que je supposais appartenir à des tantes et des cousins recrutés pour la campagne. Il y avait un SMS de Ren qui disait « Tu vas bien ?» Il y avait un SMS de mon oncle Royce qui disait « Je pense à toi ». Il n'y avait rien de Corbin depuis son email de jeudi soir. Rien de mon père depuis son message de lundi. J'ai répondu à Ren. Je lui ai dit que c'était fait. Elle a répondu avec 2 cœurs et une seule phrase « Dors bien ce soir. Demain va être une journée agitée. » Je suis rentré chez moi. J'ai débranché mon téléphone du chargeur de la voiture. Je suis allé dans mon appartement. Je me suis préparé un sandwich. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai mangé lentement. J'ai pensé aux magnolias et à la façon dont, ce matin-là, une fillette de 8 ans avait levé les yeux de sa tablette à cette évocation pour sourire. Cela me semblait important. Cela me semblait être la fin idéale pour cette maison, non pas le décor d'un mariage ayant débuté par l'exclusion de la personne qui l'avait payé, mais le foyer d'une petite fille qui remarquerait les fleurs blanches. Je n'ai pas rallumé mon téléphone de tout l'après-midi. J'ai lu un livre que je voulais terminer depuis février. J'ai fait une longue promenade le long de la rivière. J'ai dîné avec Ren, qui avait fait le déplacement depuis San Antonio parce qu'elle disait que personne ne devait rester seul une soirée pareille. Elle avait apporté une bouteille de vin et un petit gâteau au chocolat d'une pâtisserie qu'elle aimait. Nous nous sommes installés sur mon balcon, et elle ne m'a pas demandé de lui raconter toute l'histoire à nouveau. Elle s'est juste assise à mes côtés. C'est ce que fait une vraie famille. C'est ce que j'ai réalisé ce soir-là, ce que la famille avait toujours signifié. Pas les liens du sang, pas le nom de famille, mais s'asseoir avec vous sur un balcon à la fin d'une longue journée, avec un gâteau au chocolat et une bouteille de vin, sans rien exiger de vous. Je me suis couché tôt. J'ai dormi d'un sommeil lourd. Je n'ai pas rêvé, ou si je l'ai fait, je ne m'en souvenais pas.
Quand je me suis réveillé le samedi matin 14 juin 2025, le soleil dépassait déjà les immeubles et la journée du mariage avait commencé. Je veux être honnête. Sur le moment, je ne savais pas exactement ce qui se passait au vignoble près de Frederiksburg ce matin-là. Je n'y étais pas. Je n'avais pas été invité, comme tout le monde le sait désormais. Les détails, je les ai appris plus tard, certains dans les heures qui ont suivi, d'autres quelques jours après, et d'autres encore des semaines plus tard, grâce à un ensemble de témoignages, mon oncle Royce, une cousine nommée Daria qui avait été demoiselle d'honneur. Une amie de Mara qui m'a contacté bien plus tard parce que, selon ses mots, elle estimait que je méritais de savoir ce qui s'était réellement passé, et enfin, par bribes, de la bouche de Corbin lui-même, bien que cela ait pris beaucoup plus de temps. La cérémonie était prévue à 16 heures. Le plan, tel que Mara l'avait mis au point avec l'organisatrice du mariage, était qu'elle et Corbin passent la matinée au vignoble pour les photos, puis qu'ils retournent à la maison de Round Rock après la réception pour y passer leur nuit de noces. Ils avaient décoré la chambre avec des pétales de rose le mercredi soir. Mara avait accroché une banderole dans le couloir d'entrée qui disait « Bienvenue à la maison ». Il y avait une bouteille de champagne dans le réfrigérateur et une carte de ma mère sur le comptoir de la cuisine sur laquelle on pouvait lire « À mon fils et ma nouvelle fille, bienvenue au début de votre vie ensemble ». Rien de tout cela, je l'apprendrai plus tard, n'avait été retiré de la maison. Corbin et Mara, bien qu'ayant reçu la notification le lundi, malgré la fureur de ma mère et la désapprobation silencieuse de mon père, n'avaient pas cru que c'était réel. Ou plus précisément, Corbin n'y avait pas cru. Il avait répété à Mara tout au long de la semaine que Sloan bluffait, que Sloan ne ferait jamais une chose pareille, qu'elle faisait un caprice parce qu'elle n'avait pas été invitée et qu'au plus tard le vendredi ou le samedi, elle l'appellerait en pleurant pour s'excuser. Et que toute l'histoire s'oublierait. Il n'avait pas emballé un seul carton. Il n'avait contacté aucune entreprise de déménagement. Autant que je sache, il n'avait même pas lu la notification de Desmond en entier. Il l'avait parcouru rapidement, avait décidé qu'il s'agissait d'une menace et était retourné aux préparatifs de son enterrement de vie de garçon. Ma mère l'avait encouragé dans cette voie. Elle lui avait répété toute la semaine que Sloan finirait par changer d'avis. Que Sloan finissait toujours par changer d'avis. Je n'avais pas changé d'avis. Le samedi matin, vers 7h30, alors que le photographe s'installait au vignoble, le camion de déménagement que j'avais loué est arrivé devant la maison. Le camion appartenait à une petite entreprise locale que Priya m'avait recommandée, et l'équipe avait reçu des instructions très précises pour se montrer respectueuse et efficace. Ils avaient une liste d'effets personnels à retirer, photographier, étiqueter et transporter vers un garde-meuble climatisé que j'avais loué à mon nom pour une durée de 3 mois, payé d'avance. Ils disposaient d'une clé fournie par Théo et Janella, qui avaient accepté gentiment et sans poser de questions que le déménagement ait lieu le matin de leur emménagement. L'équipe a terminé à 11h du matin. Ils ont emporté tout ce qui était manifestement personnel, vêtements, livres, photographies, les cadeaux de mariage déjà arrivés, la banderole de bienvenue que Mara avait accrochée. Ils ont fait attention aux pétales de rose. Ils ont pris soin de la bouteille de champagne, qu'ils ont placée dans une petite glacière. Ils ont laissé une enveloppe scellée unique sur le comptoir de la cuisine, adressée à Corbin, dans laquelle j'avais glissé l'adresse du garde-meuble, le code d'accès, les coordonnées du gérant et un chèque de $3000 pour couvrir les frais d'hôtel des 2 premières semaines. J'avais également joint une courte lettre, écrite à la main, qui disait simplement ceci, « Corbin, tu as dit que le mariage était réservé à la famille la plus proche. J'ai respecté cette limite. Tes affaires sont en sécurité et accessibles à l'adresse ci-dessus. Je vous souhaite un long mariage, Sloan. » Théo et Janella sont arrivés à la maison à 11h30. Ils avaient leur propre petit camion de déménagement et ont commencé à rentrer des cartons. Leur fille a couru dans le jardin de devant et s'est tenue sous le magnolia, dont les fleurs blanches avaient disparu, les feuilles vertes captant la lumière du soleil. Janella m'a raconté plus tard, lorsque nous nous sommes retrouvés pour prendre un café, que la fillette avait dit que l'arbre ressemblait à un parapluie géant. Ils riaient et déballaient leurs affaires lorsque la première voiture s'est engagée dans l'allée vers 17h40. La cérémonie de mariage s'était terminée juste après 16h30. Corbin et Mara avaient fait des photos pendant environ 40 minutes, puis étaient montés dans la voiture de collection blanche qu'ils avaient louée pour reprendre la route vers Round Rock. Ils allaient déposer leurs affaires à la maison et se changer avant de retourner au vignoble pour la réception, qui devait débuter à 19h. Le plan était romantique et réglé comme du papier à musique, Mara dans sa robe, la traîne repliée sur le siège arrière, Corbin dans son costume,
conduisant d'une main, l'autre posée sur le genou de sa femme. Ils se sont arrêtés devant la maison à 17h40. La première chose qu'ils ont remarqué, racontera plus tard Mara à son ami, c'est que la banderole de bienvenue qu'elle avait installée dans le couloir n'était plus visible à travers la fenêtre. Le couloir était vide. Des cartons étaient empilés juste derrière la porte, mais ce n'était pas leurs cartons. Il y avait un vélo d'enfant appuyé contre la rampe du Porsche. Il y avait une voiture dans l'allée, un SUV bleu marine avec des plaques du Colorado qui n'appartenaient à personne de leur connaissance. Mara, toujours dans sa robe, s'est avancée la première vers la porte d'entrée. Elle a actionné la poignée. C'était verrouillé. Elle a essayé sa clé. Elle ne tournait pas. Janella a ouvert la porte de l'intérieur. L'histoire de ce qui s'est passé sur ce Porsche est celle qui s'est propagée le plus rapidement. En 48 heures, elle était racontée et répétée dans toute ma famille élargie, agrémentée de nouveaux détails et exagérant les anciens. Mais le fond restait le même car il y avait plusieurs témoins, notamment le photographe de mariage qui avait suivi la voiture jusqu'à la maison pour prendre d'autres clichés sur le vif, et le caméraman qui filmait le tout pour un montage destiné à être projeté lors de la réception le soir même. Mara se tenait sur le porche dans sa robe de mariée. Son voile était encore fixé dans ses cheveux. Elle tenait une petite pochette blanche d'une main et sa clé, celle qui ne fonctionnait plus de l'autre. Elle a regardé Janella. Janella l'a regardée. Il y a eu un moment, m'a-t-on dit, qui a duré 3 ou 4 secondes au cours desquelles aucune d'elles n'a prononcé un mot, le seul bruit étant celui du vent dans le magnolia. Janella a parlé la première. Elle a dit « Je peux vous aider ?» Sa voix était douce. Elle avait compris à cet instant que quelque chose n'allait pas du tout. On ne lui avait pas communiqué le nom des anciens occupants. Elle n'avait pas fait le lien entre la robe de mariée et la famille à qui elle avait acheté la maison. Elle voyait simplement une jeune femme en blanc sur son Porsche, tenant une clé qui n'entrait pas dans la serrure. Elle a réagi de la manière dont une directrice de lycée forte de 20 ans d'expérience réagit face à une inconnue désemparée, avec calme. Mara a dit « Je suis désolée. Je pense qu'il y a une erreur. C'est notre maison. Nous venons de nous marier. » Corbin, qui garait la voiture, s'est avancé sur l'allée derrière elle. Il desserrait sa cravate. Il a levé les yeux, a vu Janella sur le seuil et s'est arrêté. Il a regardé le SUV immatriculé dans le Colorado. Il a regardé le vélo d'enfant sur le Porsche. Il a regardé les cartons empilés juste derrière la porte. Son visage, m'a-t-on dit, est devenu blême. Janella, sentant bien qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur d'adresse, s'est écartée et a dit « S'il vous plaît, entrez un instant. Nous allons tirer cela au clair. » Elle n'avait pas encore idée que les personnes sur son Porsche étaient le frère et la nouvelle belle-sœur de la femme qui venait de lui vendre la maison. Elle savait seulement qu'ils étaient bouleversés, que quelque chose s'était mal passé et que son instinct lui dictait de les mettre à l'abri de la chaleur. Mara est entrée. La traîne de sa robe a frotté contre le seuil. Le couloir qui, le mercredi soir, était orné d'une banderole de bienvenue et éclairé par des guirlandes lumineuses, était désormais encombré de cartons de déménagement en carton marron marqué au feutre noir, cuisine, chambre principale, livres. Les cartons n'étaient pas les leurs. Dans la cuisine, lorsque Mara y a pénétré, il n'y avait pas de bouteille de champagne dans le réfrigérateur. Les comptoirs étaient vides, à l'exception d'une seule enveloppe scellée adressée à Corbin, d'une écriture que Mara a reconnue comme étant la mienne. Corbin a vu l'enveloppe. Il l'a prise. Il ne l'a pas ouverte. Il a regardé Mara, puis Janella, et a demandé d'une voix devenue très étrange, « Qui êtes-vous » Janella leur a expliqué. Elle a dit son nom. Elle a dit qu'elle et son mari Théo avaient signé l'achat de la maison à 10 heures ce matin-là. Elle s'est excusée sincèrement pour la confusion. Elle leur a proposé de l'eau. Elle a demandé doucement s'ils s'attendaient à trouver quelqu'un d'autre dans la maison. Mara, m'a-t-on dit, s'est assise sur un carton de déménagement. La robe s'est gonflée autour d'elle comme un nuage. Elle a regardé l'enveloppe dans la main de Corbin. Elle a dit, « Ouvre-la ». Corbin n'a pas bougé. Elle a répété, « Ouvre-la, Corbin ». Il s'est exécuté. Il a lu la lettre. Ses mains se sont mises à trembler. Il l'a relue. Il l'a pliée très soigneusement, l'a remise dans l'enveloppe et a glissé celle-ci dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il a fixé le sol pendant un long moment. Le photographe, qui les avait suivis à l'intérieur,
l'appareil à la main, filmait discrètement. Le caméraman derrière lui filmait également. On leur avait dit de tout immortaliser, ils étaient professionnels et ils ne s'arrêtaient pas. Mara a demandé très calmement à Corbin ce que disait la lettre. Corbin n'a pas répondu. Elle a demandé à nouveau. Il n'a toujours pas répondu. C'est Mara qui a rompu le silence. Elle s'est levée du carton. Sa traîne la suivait. Elle s'est approchée de Corbin et a tendu la main. Il lui a donné la lettre. Elle l'a lue. Elle l'a relue. Elle l'a lue une troisième fois. Puis elle a fait une chose que personne dans notre famille ne l'aurait cru capable de faire, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas tournée vers Corbin avec rage. Elle s'est tournée vers Janella, l'inconnue restée sur le seuil, et a dit d'une voix calme et claire, « Madame, je suis sincèrement désolée pour tout cela. Nous partons. Profitez bien de votre maison. » Elle s'est tournée vers Corbin et a dit, « Nous devons parler dehors. » Puis elle est sortie de la maison, sa traîne frôlant une nouvelle fois le seuil, et s'est arrêtée sous le magnolia. Ce qu'elle lui a dit sous cet arbre, je l'ai appris plus tard par son amie, celle qui a fini par me contacter. Elle lui a dit, « Corbin, tu m'as dit que ta sœur était une femme difficile qui ne savait pas fixer de limites. Tu m'as dit qu'elle t'avait donné la maison par culpabilité et qu'elle n'attendrait jamais rien en retour. Tu m'as dit qu'elle était égoïste, excessive et invivable. Tu m'as dit, quand nous avons fait la liste des invités, que l'exclure était une délicatesse car elle aurait accaparé toute l'attention de cette journée. Tu as dit tout cela. Je t'ai cru. Et maintenant, je me tiens dans ma robe de mariée devant une maison qui ne nous appartient pas parce qu'elle n'est rien de tout cela. Elle est exactement le contraire de tout cela. Et je réalise à cet instant, dans ce jardin, que je viens d'épouser un homme qui m'a menti sur sa propre sœur. » Corbin a tenté de se défendre. Il a essayé de dire que je l'avais pris par surprise. Il a essayé de dire que c'était moi qui avais envenimé les choses, que j'avais refusé de parler, que j'avais fait appel à un avocat pour communiquer. Mara l'a arrêté. Elle a dit, « Corbin, c'est elle qui a payé notre dîner de répétition. Elle a payé la compte de la salle de réception quand mes parents ne pouvaient pas participer. Elle t'a acheté une maison. La maison devant laquelle nous nous tenons. Et tu t'es moqué d'elle. Tu as ri et tu as dit que c'était seulement pour la famille la plus proche. Tu m'as dit que tu avais ri. Tu m'as parlé de cette conversation comme si elle était drôle. » Corbin n'a rien trouvé à répondre. Mara a retiré son voile. Elle le tenait d'une main. Elle lui a dit qu'elle montait dans la voiture. Elle lui a dit qu'il retournait au vignoble. Elle lui a dit qu'elle déciderait d'ici la réception de ce qu'elle allait dire aux 200 invités qui arrivaient pour les célébrer. Le photographe de mariage, le caméraman, la fillette de 8 ans de Janella qui observait la scène depuis la fenêtre de l'étage avec de grands yeux, chacun d'eux était à cet instant silencieux. Tout le jardin de devant était silencieux. Le seul bruit, à nouveau, était celui du vent dans les feuilles du magnolia. Je l'ai appris ce soir-là vers 19h30, lorsque mon oncle Royce m'a appelé. Il était au mariage. Il avait fait le trajet depuis Houston avec sa femme, et il avait fait partie des 200 invités assis sur des chaises pliantes blanches sous les guirlandes de guinguettes lorsque Mara s'était approchée du micro à 19h15, seule dans sa robe de mariée, pour demander l'attention de tous. Royce m'a raconté l'histoire alors que j'étais installé sur mon balcon à Austin. Il m'a dit que Mara était restée calme. Elle avait remercié tout le monde d'être venu. Elle avait remercié ses parents et les parents de Corbin pour leur affection et l'organisation. Elle avait dit qu'elle était profondément reconnaissante envers tous ceux qui avaient voyagé pour être présents. Et puis elle avait ajouté, d'une voix qui n'avait pas tremblé, qu'elle avait appris ce jour-là une chose qu'elle devait partager car elle ne pouvait pas, en toute conscience, accepter de célébrer un mariage ayant débuté par un mensonge. Elle leur avait raconté l'histoire pas en détail, pas la partie sur le trust car elle ne la connaissait pas, mais elle leur avait parlé de la maison. Elle leur avait dit que je l'avais achetée. Elle leur avait dit que j'avais été exclu du mariage. Elle leur avait dit ce que Corbin avait dit sur la famille la plus proche. Elle leur avait dit comment elle avait découvert, sur le porche d'une maison qui ne leur appartenait plus, dans quel genre de famille elle s'apprêtait à entrer par le mariage. Et puis elle avait dit, je ne ferai pas cela. Je ne vais pas prononcer des vœux ce soir qui commencent par la trahison de la seule personne de cette famille qui a agi avec intégrité. Je suis désolé pour vous tous. Je suis encore plus désolé pour elle, où qu'elle soit. La réception est payée. S'il vous plaît, restez.
Mangez, buvez, prenez soin les uns des autres. Il n'y aura simplement pas de mariage ce soir. Elle avait retiré son alliance. Elle l'avait posée sur le pupitre. Elle était descendue de l'estrade. Elle s'était dirigée, soutenue par l'une de ses demoiselles d'honneur, vers une voiture qui l'attendait sur l'allée de gravier, et elle était partie. Royce a dit que le silence après qu'elle a cessé de parler avait été le plus assourdissant qu'il ait jamais connu. Il a dit, ma mère s'est effondrée sur une chaise pliante. Il a dit, mon père n'a pas bougé. Il a dit que Corbin se tenait au fond du vignoble, près du bar, un verre de bourbon à la main, avec une expression sur le visage que Royce ne pouvait pas décrire. J'ai écouté tout cela sur le balcon. Le soleil se couchait. Les lumières du centre-ville commençaient à s'allumer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de triomphe non plus. Ce que j'ai ressenti surtout, c'était un calme étrange et pesant, celui qui s'installe après une longue tempête. Royce a dit, Sloan, je ne sais pas exactement ce que tu as fait, mais je veux que tu saches que personne à ce mariage n'est en colère contre toi. Pas vraiment. Ils font semblant de l'être. Certains, comme ta mère, hurlent contre toi. Mais derrière ce bruit, la vérité est là. Tout le monde sait. Tout le monde sait depuis longtemps que la façon dont il te traitait était anormale. Mara l'a simplement dit tout haut. Je lui ai demandé des nouvelles de Mara, si elle allait bien. Il a dit qu'elle était avec ses demoiselles d'honneur. Il a dit que ses parents l'avaient rejointe à son hôtel. Il a dit qu'elle avait assuré à tout le monde qu'elle s'en sortirait et qu'elle le pensait vraiment. Il a ajouté qu'elle lui avait demandé mon numéro de téléphone avant de quitter le vignoble, qu'il le lui avait donné et qu'il espérait que ce n'était pas une erreur. Je lui ai dit que ce n'était pas une erreur. Mara m'a appelé à 21h43 ce soir-là. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Elle a dit, Sloan, c'est Mara. Je ne sais pas si tu veux me parler, mais je veux te présenter mes excuses. Je veux m'excuser pour chaque chose que j'ai laissé se produire. Pour chaque parole que j'ai prononcée à ton sujet et pour chaque décision que j'ai prise en me basant sur ce que ton frère me disait de toi. J'aurais dû t'appeler moi-même il y a des semaines. J'aurais dû t'inviter. J'aurais dû te demander. Au début, je n'ai pas su quoi dire. J'avais construit tant de versions imaginaires de cette femme dans ma tête. La femme qui voulait m'exclure. La femme qui avait pleuré auprès de ma mère. La femme qui avait choisi un lit à baldaquin pour la chambre de la maison que j'avais payée. La vraie femme à l'autre bout du fil semblait plus jeune que je ne l'avais imaginé. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air honteuse. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à porter seule la responsabilité de toutes les excuses. Je lui ai dit que mon frère était mon frère depuis longtemps et qu'il avait perfectionné l'art de faire porter le poids de ses choix par les autres. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle l'ait appris de cette façon. Je lui ai dit que j'étais désolé que cela se soit passé le jour de son mariage, dans sa robe, devant une inconnue. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, Sloan, je ne regrette pas que ce soit arrivé le jour de mon mariage. Je suis désolé pour toi, pour ce qu'ils t'ont fait. Mais en ce qui me concerne, je m'en réjouis. Je suis heureuse de l'avoir appris avant de prononcer mes vœux. Je suis heureuse de l'avoir appris avant de changer de nom de famille. Je suis heureuse de l'avoir appris avant qu'il n'y ait un bébé. Elle a prononcé cette dernière phrase très bas. Je suis heureuse de l'avoir appris, a-t-elle dit, pendant que je pouvais encore partir. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Elle m'a parlé de ses parents, qui étaient de braves gens et qui n'avaient pas pu participer financièrement au mariage car son père avait été licencié en 2024 et cherchait toujours un emploi stable. Elle m'a dit à quel point elle avait été reconnaissante quand j'avais payé le dîner de répétition. Elle m'a confié que Corbin s'en était attribué le mérite devant sa famille, qu'il avait dit à ses parents qu'il avait demandé à sa sœur d'apporter son aide, présentant les choses comme si j'avais été un acteur passif. Elle m'a assuré qu'elle avait demandé à plusieurs reprises en mars et en avril si je devais être invité au mariage. Elle m'a dit que Corbin lui avait répondu à chaque fois que j'étais trop difficile, que j'avais déjà dit que je ne voulais pas venir, que j'avais un déplacement professionnel ce week-end-là, que j'avais demandé à ne pas être incluse. Mensonge après mensonge. Au moment où ma mère m'avait parlé dans la cuisine en avril, le scénario était écrit. Mara n'avait fait que le suivre. Je l'ai cru. Je n'ai pas eu à me demander s'il fallait la croire. L'histoire était trop précise et le regret dans sa voix était trop réel. Nous avons convenu de nous retrouver pour prendre un café le week-end suivant. Nous avons terminé l'appel tranquillement.
Je suis resté sur le balcon encore une demi-heure, puis je suis rentré pour me coucher, et j'ai dormi comme j'avais dormi la nuit de la vente, d'un sommeil lourd, sans rêve. Ma mère s'est présentée à mon appartement pour la deuxième fois le lundi matin 16 juin 2025. Cette fois, elle est venue seule. Cette fois, elle n'a pas apporté de muffins. Elle a sonné à 9 heures du matin. Et lorsque Bertrand m'a appelé pour me demander si je la recevais, j'ai dit oui. J'avais passé le week-end à réfléchir et j'avais décidé que j'étais enfin prête à avoir cette conversation que j'avais évitée pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Elle est montée vêtue d'un gilet beige et d'un pantalon, le genre de tenue qu'elle portait pour aller à l'église. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux n'étaient pas tout à fait coiffés. Elle s'est assise sur mon canapé, posant son sac sur ses genoux comme une visiteuse, pas comme une mère, et elle est restée un long moment sans parler. Je lui ai préparé du thé. Je le lui ai apporté sur la table basse. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. Le soleil du matin traversait la porte-fenêtre du balcon, dessinant une longue bande lumineuse sur le sol. Elle a commencé par s'excuser. Le mot était timide, et elle l'a prononcé comme on prononce un mot dans une langue qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Désolé. Elle ne savait pas, a-t-elle dit, que j'avais été si blessé. Elle ne savait pas, a-t-elle dit, que la conversation dans la cuisine avait eu cet impact. Elle ne savait pas ce que Corbin racontait à Mara. Elle ne savait pas qu'il s'attribuait le mérite de ce que j'avais payé. Je l'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé dire tout ce qu'elle avait préparé. Quand elle a été à court de mots, elle m'a regardé. Elle a dit, Slow, s'il te plaît. Il a tout perdu, son mariage, sa maison, sa fierté. S'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de reconstruire tout cela? Est-ce que tu ne pourrais pas parler à Mara? Est-ce que tu ne pourrais pas lui revendre la maison? Je te rembourserai avec le temps. Ton père et moi t'aiderons. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Puis j'ai dit, maman, je vais te dire certaines choses maintenant, et je vais te demander de ne pas m'interrompre. Elle a acquiescé. Je lui ai rappelé que je donnais à cette famille depuis très longtemps. Je lui ai rappelé que j'avais payé le dîner de répétition de Corbin, l'acompte de la salle de réception, au moins 3 de ses voitures au fil des ans, et 2 semestres de ses frais de scolarité à l'université lorsqu'il avait échoué et s'était réinscrit. Je lui ai rappelé que j'avais payé son opération de la hanche en 2022 lorsque la compagnie d'assurance avait refusé de la prendre en charge, et que je ne l'avais plus jamais évoqué après avoir signé le chèque. Je lui ai appris que j'avais payé l'intégralité des funérailles de sa mère en 2019, et que la seule raison pour laquelle elle ne le savait pas était que les pompes funèbres avaient accepté, à ma demande, de lui envoyer un reçu indiquant « réglé par la famille ». Elle a commencé à pleurer. Je lui ai demandé doucement de ne pas m'interrompre. Je lui ai dit que j'avais offert la maison à Corbin parce qu'elle avait pleuré au téléphone en février en disant qu'elle voulait voir ses petits-enfants grandir près d'elle. Je lui ai dit que j'avais transféré 652 000 $ de mon propre argent. De l'argent que j'avais gagné. De l'argent au sujet duquel personne dans cette famille ne m'avait jamais interrogé, et encore moins travaillé à mes côtés pour le gagner. Je lui ai rappelé qu'on m'avait annoncé, dans la cuisine de cette maison même, que je n'étais pas invité au mariage que j'avais aidé à financer. Je lui ai dit que son fils avait ri au téléphone avec moi en disant que c'était réservé à la famille la plus proche. Je lui ai expliqué que la seule raison pour laquelle la maison était encore légalement mienne était que mon avocat, qui me connaissait visiblement mieux que ma propre mère, avait insisté sur une structure de trust à laquelle j'avais consenti à contre-cœur. Je lui ai dit que sans cette décision en février, je n'aurais eu aucun moyen de pression. J'aurais été une femme qui avait offert une maison à son frère et qui s'était fait chasser de la famille pour tout remerciement. Elle pleurait ouvertement à présent dans un mouchoir qu'elle avait sorti de son sac. Je ne me suis pas arrêté. Je lui ai dit que pendant 37 ans, j'avais cru que si je donnais assez, je serais aimé. Je lui ai dit que j'avais enfin compris ce printemps-là que les mathématiques ne fonctionnaient pas ainsi. Que l'amour ne s'achète pas avec des maisons, des dîners de répétition ou des opérations de la hanche. Que l'amour s'offre librement ou qu'il n'est pas de l'amour du tout. Que ce que j'avais fait toute ma vie, c'était payer ma cotisation pour faire partie d'une famille qui n'avait jamais reconnu mon appartenance. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, pas vraiment. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Je lui ai dit que la porte de ma maison lui serait toujours ouverte, mais que je ne donnerais plus jamais un seul dollar à mon frère. Je n'allais pas assister à un repas de Thanksgiving où l'on me traiterait comme un distributeur de billets.
Je n'allais plus jouer le rôle de la plus forte. Je lui ai dit que si elle voulait une relation avec moi, ce devrait être une relation avec moi, pas avec mon carnet de chèques. Elle m'a demandé d'une voix faible si je pardonnerais un jour à Corbin. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je ne le savais pas. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une chose que je pouvais promettre un lundi matin de juin, moins d'une semaine après le mariage. Je lui ai dit que si Corbin venait un jour me présenter de vraies excuses, pas des excuses stratégiques, pas des excuses écrites par Mara, pas des excuses destinées à récupérer quelque chose, je l'écouterais. Je lui ai dit que d'ici là, il n'était pas le bienvenu dans mon appartement ni dans ma vie. Elle est restée assise un long moment. Elle a essuyé ses yeux. Elle a fini par dire, « Sloan, je pense que je te dois quelque chose, et j'ai peur de le formuler depuis 30 ans. Je crois que j'ai toujours eu un peu peur de toi parce que tu étais la plus forte, et ton père et moi n'avons jamais su comment nous y prendre avec toi. Alors nous avons laissé ton frère être le plus fragile. Nous l'avons laissé être le bébé et nous t'avons traité comme une petite adulte. Je pense que nous avons fait cela parce que c'était plus facile pour nous. Et je réalise aujourd'hui que ce qui était plus facile pour nous s'est révélé plus solitaire pour toi, et je suis tellement désolé. » C'était ce qui se rapprochait le plus de la reconnaissance de son échec à mon égard de toute ma vie. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Pas se briser, pas pardonner, juste se dénouer un peu, comme un nœud serré depuis si longtemps qu'il faisait partie intégrante de la corde. Je lui ai dit « merci ». Je lui ai dit que cela comptait. Je lui ai dit que cela n'effaçait rien, mais que c'était un début. Elle est partie vers 11 heures. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras sur le pas de la porte, mais elle a effleuré ma joue un court instant, de la façon dont elle le faisait quand j'étais très petite et que je rentrais malade de l'école. J'ai refermé la porte derrière elle. Je suis resté dans le calme de mon appartement. Le soleil s'était déplacé sur le sol et réchauffait à présent le pied du fauteuil. Le thé sur la table basse avait refroidi. Les mois qui ont suivi le mariage n'ont pas été aussi spectaculaires que le mariage lui-même, mais ils ont redessiné ma vie plus complètement que n'importe quel événement auparavant. Je veux vous raconter brièvement ce qui s'est passé ensuite, car je pense que l'après est ce qui importe le plus et c'est la partie que les narrateurs omettent le plus souvent. Corbin ne m'a pas contacté directement pendant près de 3 mois. Il transmettait ses messages par l'intermédiaire de ma mère, qui les relayait avec douceur et sans insister, ayant manifestement compris lors de notre conversation de juin que la pression n'avait plus de prise sur moi. Il s'était installé dans un petit appartement du nord d'Austin avec un bail de 6 mois. Il avait utilisé les $3000 que j'avais laissés pour l'hôtel afin de couvrir son premier mois de loyer. Il avait récupéré ses affaires au garde-meubles, un trajet en voiture après l'autre. Il était retourné travailler. D'après les échos que je recevais, il était devenu très silencieux. Mara a demandé l'annulation du mariage fin juin. Le mariage n'ayant jamais été consommé légalement aux yeux de l'État, les démarches administratives ont été rapides. Elle n'a rien réclamé à Corbin, elle n'en avait pas besoin. Il n'avait pas de bien commun, pas de compte joint, pas d'enfant. Les frais du mariage, tous sans exception, avaient été payés d'avance. La seule chose qu'elle a emportée, me confiera-t-elle plus tard, c'est la robe, qu'elle a vendue à un dépôt-vente de Houston pour $1200, dont elle a fait don à un refuge pour femmes. Mara et moi avons pris un café le dernier samedi de juin dans un petit endroit sur South Congress, avec un bon café glacé et une terrasse ombragée par un chêne vert. Nous sommes restés assises pendant près de 3 heures. Elle m'a parlé de sa famille, de son poste dans le marketing pour une entreprise de santé, de son projet de s'installer à Denver à l'automne pour repartir à zéro. Elle y avait une amie qui pouvait l'aider à trouver un appartement. Elle ne rejetait pas toute la faute sur Corbin, bien qu'elle en ait eu tout à fait le droit. Elle a admis avoir ignoré de nombreux signaux d'alerte au cours des 18 mois passés ensemble parce qu'elle voulait croire en lui, qu'elle voulait se marier et que sa famille s'était montrée si accueillante. Elle m'a remercié avant que nous nous séparions de ne pas avoir cherché à l'impliquer dans le conflit durant les mois de préparatifs. Elle m'a dit qu'elle n'imaginait pas ce que j'avais dû porter sur les épaules. Je lui ai dit que j'étais désolé que la façon dont elle l'avait appris se soit faite de manière si publique. Elle a répondu, « Sloan, la seule chose de plus publique aurait été un divorce 2 ans plus tard. J'ai évité un incendie bien plus grand en traversant un petit feu. Nous sommes restés en contact. Elle s'est installée à Denver en septembre. Nous nous envoyons des messages de temps en temps. Elle va bien. Mon père m'a appelé au début du mois d'août, un dimanche après-midi. Il n'avait jamais été très à l'aise au téléphone,
il se raclait beaucoup la gorge. Il a dit, Sloan, ta mère m'a raconté ce qu'elle t'a dit en juin, j'y réfléchis depuis 2 mois et je veux y apporter ma propre version. Il m'a avoué qu'il avait été lâche. Il m'a confié qu'il avait laissé ma mère décider du climat de la maison pendant 40 ans parce que c'était plus facile que de s'opposer à elle, et que cela signifiait qu'il l'avait laissé privilégier Corbin sans jamais protester. Il m'a dit qu'il était désolé. Il m'a assuré qu'il avait toujours été fier de moi, mais que la fierté était un mot bien faible pour ce qu'il aurait dû ressentir, qu'il ne l'avait jamais exprimé à haute voix et qu'il tenait à le dire aujourd'hui. J'ai pleuré pendant cet appel. Je n'avais pas pleuré durant le mariage, la vente ou la discussion avec ma mère, mais j'ai pleuré avec mon père un dimanche après-midi d'août pendant qu'il balbutiait les phrases qu'il aurait dû prononcer quand j'avais 19 ans. Nous avons dîné ensemble le week-end suivant, juste tous les deux, dans un petit restaurant mexicain d'Austin. C'est lui qui a payé. Il ne m'a rien demandé. Il s'est intéressé à mon travail, à mes amis, à des vacances que j'envisageais de prendre sur la côte portugaise à l'automne. Il a écouté. Il a posé des questions complémentaires. À la fin du repas, j'ai eu l'impression d'avoir un père, peut-être pour la première fois de ma vie. Corbin a envoyé une lettre, une véritable lettre sur papier, en septembre. Elle faisait 3 pages. Elle était écrite à la main. Ce n'était pas une lettre stratégique. Il n'y demandait rien. Il s'excusait pour son rire. Il s'excusait pour ses propos sur la famille la plus proche. Il s'excusait pour les années de petite cruauté, la façon dont il me taquinait enfant, la façon dont il s'était attribué le mérite de ma générosité une fois adulte, la façon dont il avait laissé ma mère me faire passer pour la personne difficile sans jamais prendre ma défense. Il disait qu'il comprenait si je ne souhaitais pas répondre. Il indiquait qu'il suivait une thérapie. Il expliquait qu'il apprenait lentement quel genre d'homme il avait été et qu'il s'efforçait, petit à petit, d'en devenir un autre. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais être sûr que lorsque je répondrais, je le ferais en tant que la personne que j'étais devenue, et non celle que j'étais en février. Je lui ai répondu en octobre. Je lui ai dit que j'avais reçu sa lettre. Je lui ai dit que j'appréciais sa franchise. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à le réintégrer dans ma vie, mais que j'étais ouverte, à terme, à l'idée de prendre un café dans un lieu public, sans aucune attente. Je lui ai dit que la guérison prendrait du temps et que je n'étais plus disposée à bousculer mon propre cheminement pour le confort de quiconque, y compris le sien. Il a répondu en me remerciant. Il a dit qu'il comprenait. Il n'a pas insisté. Nous nous sommes retrouvés pour un café en décembre, à l'endroit même où j'avais vu Mara en juin. C'était intimidant. Nous n'avons pas tout réglé en une seule conversation. Mais il ne m'a pas demandé d'argent. Il ne m'a pas demandé d'aide. Il s'est simplement assis avec moi et il a écouté. Et à la fin, il a dit, Sloan, je ne mérite pas d'être de nouveau dans ta vie, mais j'aimerais le mériter lentement, si tu me le permets. Je lui ai dit que c'était un début. La maison, le magnolia, la famille et la cuisine. Je suis passé devant une fois en novembre, en me rendant à une réunion à Round Rock. Les feuilles avaient jauni. Il y avait des citrouilles sur le porche. Un petit vélo d'enfant était posé sur la pelouse, le même que j'avais vu le jour de la signature. Janella était sur le porche, discutant avec une voisine, un bébé sur la hanche. Le 3e enfant, ai-je réalisé, celui qui était en route. Je ne me suis pas arrêté. Je suis juste passé lentement, j'ai souri et j'ai continué ma route.